Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce petit déjeuner du 50 sur un sujet qui a déjà été abordé, puisque ce n'est pas un sujet nouveau, ce n'est pas un sujet, je dirais, d'actualité, mais c'est un sujet que nous avons régulièrement mis en avant au niveau de l'ordre des experts comptables, parce que c'est un dispositif, le dispositif d'accompagnement fiscal des PME, auquel nous avons largement souscrit et euh, dont nous faisons la promotion auprès de la profession, parce que c'est un dispositif qui a une forte valeur ajoutée pour les PME. Et on a décidé de refaire une présentation de ce dispositif parce qu'on constate une baisse du recours des entreprises de ce dispositif. On aura d'ailleurs une slide sur les statistiques qui sera affichée au cours de la présentation. Et donc, on se dit que c'est utile de refaire une piqûre de rappel pour que les professionnels qui auraient oublié l'existence de ce dispositif, qui auraient par accident échappé à l'une des 10 000 conférences de Laurent Benoudi sur ce sujet, puissent être informés sur le périmètre, la pertinence et l'utilité de ce dispositif, donc le dispositif d'accompagnement fiscal des PME. Alors je suis ravi parce que je suis entouré de personnes de grande qualité, comme à chaque rendez-vous du 50 d'ailleurs, mais je suis particulièrement ravi de faire cette animation avec Fabien Hamel. Bonjour Fabien, merci d'être avec nous, donc de la DGFIP. Fabien, il faut savoir que il est à la DGFIP, mais il fait aussi un peu partie de la maison parce qu'il est quasiment tous les jours ici. C'est le représentant de la DGFIP qui s'occupe de la tutelle et qui s'occupe donc de l'ordre régional. Et on a une collaboration extrêmement constructive et délicate. Et je suis ravi de faire ce webinaire avec vous. On a également Hélène Rocoul de la DGFIP également, qui va intervenir sur cette thématique du dispositif d'accompagnement fiscal. Et puis, on a un autre pilier de la maison avec Fabien Hamel. Il y a l'autre pilier, c'est Laurent Benoudiz, président de l'institution entre 2016 et 2021 et actuel président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris et qui donc nous parlera de ce dispositif, puisqu'il est aussi, je crois, le premier utilisateur de ce dispositif. Donc, c'est évidemment un témoin clé pour en parler. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Fabien et Hélène. Voilà, super. Je vous laisse faire le déroulé. Je prends les questions sur le chat comme d'habitude. Alors, on a encore le problème de chat, donc ne vous énervez pas si je mets un peu de temps à les intégrer. Mais je m'occupe de gérer le chat. Et puis, dans la salle, il y a pas mal de monde ce matin. Donc, si vous voulez parler, vous levez la main, vous prenez le micro, parce que sinon, on ne vous entendra pas sur le webinaire. Fabien, Hélène, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Fabien Hamel à la DRFIP de Paris-Île-de-France. Et aujourd'hui, donc, on vous propose un sujet qui n'est pas un sujet technique. C'est en fait la déclinaison d'une offre de service que propose l'État aux entreprises. Je vais faire un petit rappel du cadre légal, du contexte de mise en œuvre de cette mission. Et puis, je passerai la parole à Hélène qui vous présentera le dispositif en tant que tel, précisément donc comment on actionne le service, et sous quel délai, sous quelle modalité. Donc, la réponse est transmise à l'entreprise. Donc, cette mission d'accompagnement fiscal des PME, c'est une mission qui est issue de la loi ESSOC de 2018, donc mission créée début 2019, dans la continuité de cette loi ESSOC. C'est une offre de service donc, qui consiste à répondre aux questions fiscales des entreprises de façon à ce que les entreprises puissent assurer leur positionnement par rapport à cette règle fiscale et de façon à sécuriser leur prise de décision. C'est un dispositif que nous avons, nous, à Paris, dans mon service depuis 2024. La mission a été exercée par le 92 pour toute l'Île-de-France de 2019 à 2024. Et c'est une mission qui est maintenant à peu près départementalisée, avec quelques exceptions. On y reviendra et surtout, on vous communiquera la liste des adresses des boîtes fonctionnelles de façon à ce que vous puissiez saisir les différentes directions concernées. On a conscience qu'en tant qu'expert comptable, vous avez des clients, non pas uniquement à Paris intramuros pour lesquels nous sommes compétents avec Hélène, mais que vous avez des clients également donc en Île-de-France ou en province. Donc, il est important que vous puissiez contacter les différents services qui gèrent la FPME en région. Ce cadre légal, donc, alors ça c'est... Voilà, donc ce cadre légal, donc je l'ai précisé, la loi ESSOC pour une sécurisation juridique des entreprises. Alors effectivement, ce dispositif s'adresse aux entreprises,
répond aux questions des entreprises. Mais la question d'une entreprise, elle peut être aussi portée par les experts comptables ou des avocats fiscalistes. Donc, c'est un service qui vous est ouvert et il nous a paru vraiment extrêmement important de représenter ces dispositifs de façon à ce que vous en fassiez l'usage. C'est d'autant plus important qu'on a une conjoncture particulière avec la facturation électronique. Donc, je suis référent facturation électronique pour Paris et à la rencontre des entreprises, je constate que la mise en place de la facturation électronique suscite de nombreuses questions fiscales en marge de ce déploiement. Donc, on est souvent interpellé sur des questions d'assujettissement, de territorialité. Et ce type de questions peut rentrer dans le champ de la mission d'accompagnement fiscal des PME. Donc, il nous semblait important de vous présenter ce dispositif en ce moment, au mois de mars, à quelques mois de la première échéance du déploiement de la facturation électronique. Et puis, pour des éléments de contexte, vous précisez que pour nous, c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet qui est suivi. Le but, c'est vraiment d'aller vers l'entreprise de confiance, vers l'entreprise de bonne foi. Et l'État se veut et se donne les moyens de répondre aux questions fiscales que peuvent se poser ces PME. On est suivi donc au niveau de l'activité. On a un suivi, un tableau de bord qui est mensuel. On rend compte régulièrement donc à Bercy de l'évolution des sollicitations. C'est donc pour nous un des éléments du contrat d'objectifs et de moyens de la DGFiP. Alors, je vous propose peut-être de rentrer plus dans la matière et je vais passer la parole à Hélène et je reste à votre disposition pendant tout l'entretien. Merci. Bonjour. Alors, l'objectif de la FPME, alors Fabien, Monsieur Hamel l'a un peu déjà expliqué, c'est d'apporter une sécurité juridique à l'entreprise, de ne pas être simplement perçue comme une administration qui sanctionne les erreurs, mais aussi celle qui accompagne l'entreprise pour qu'elle évite ces erreurs dans le cadre de son développement, de son activité. Donc, cette sécurité juridique, comment on peut l'apporter? Eh bien, c'est dans le cadre d'un dialogue qu'on va avoir, nous, administration fiscale, avec l'entreprise. Par ce dialogue, je vais le détailler en vous expliquant comment se déroule un accompagnement. Par ce dialogue, on va préciser le contexte de la question et ça va nous permettre d'apporter une réponse sur mesure adaptée à l'entreprise qui nous saisit. Voilà. Et le but, c'est de sécuriser la position de l'entreprise sur le traitement fiscal d'une opération qui la concerne à différents degrés, soit par une simple réponse générale, soit carrément par une prise de position formelle de l'administration, la procédure de rescrit qui engage l'administration dans les avis qu'elle donne. Alors, je suis passée dans le mauvais. Non, je suis passée. Ah, mais c'est bon. En appuyant sur l'autre touche, ça marche. Merci. Alors, on ne va pas s'adresser à toutes les entreprises et pour tout type de questions. On a un champ d'action qui est délimité selon deux axes. Un, les entreprises que l'on a vocation à accompagner. Et deux, les questions, le type de questions de ces entreprises qui font partie de notre périmètre d'action. Donc, pour quelles entreprises, par quelles entreprises peut-on être saisi? Alors, c'est un peu indiqué dans notre nom, hein, c'est l'accompagnement fiscal des PME. Donc, vous avez compris, il y a une question de volumétrie de l'entreprise. Nous, on peut être saisi par des PME communautaires. Donc, l'idée qu'il faut avoir, ce sont des entreprises de moins de 250 salariés qui ont en plus un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou si le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions d'euros, qui ont quand même un bilan à l'actif, au bilan qui est inférieur à 43 millions d'euros. Donc, on est dans cette notion-là de dimensionnement d'entreprise. Par à côté, c'est une offre de service gratuit que propose le ministère des Finances. Donc, vous comprenez bien, on va l'offrir aux entreprises qui jouent le jeu fiscal, c'est-à-dire les entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives comme de paiement, et qui, en plus, au cours des 3 dernières années, n'ont pas fait l'objet de pénalités pour manquement délibéré à leurs obligations. Donc, grosso modo, pour synthétiser, des pénalités de 40% et plus.
Voilà, donc ça, c'est notre public cible. Enfin, on peut répondre à toute question de ce type d'entreprise, mais on a quand même plus particulièrement vocation à accompagner des entreprises qui sont dans une phase de forte croissance et ou qui sont très actives dans le domaine, enfin qui ont des projets conséquents dans le domaine de l'innovation. Voilà. Et enfin, on est aussi dédié aux entreprises étrangères qui souhaiteraient s'installer en France et qui se posent des questions sur notre fiscalité qui n'est effectivement pas d'une simplicité absolue. Je pense que vous l'avez tous constaté. Voilà. Non. Pour autant, donc, ce sont des cibles fortes chez nous, mais pour autant, on répondra. Oui, On à tous. répondra à Ouais. tout type de questions. On est vraiment sur des sujets d'ordre de pure fiscalité. Donc, on ne se limite pas à ces thématiques-là, même si c'est notre cible. Donc, Ouais. n'ayez pas de restrictions. Si vous êtes perturbé par une question fiscale à laquelle vous ne savez pas répondre pour le compte de votre client, vous pouvez utiliser ce service qui, comme le disait Hélène, est un service gratuit. Oui, oui, hein, non, on est particulièrement dédié à ce type d'entreprise, mais on répond à tout, hein, du moment qu'il s'agit de PME respectueuses de leurs obligations et à la moralité fiscale indiscutable. Voilà. Donc ça, c'était le type de public auquel on s'adresse. Et les thématiques que l'on peut avoir, les questions auxquelles on peut répondre. Alors, c'est souvent le sujet lorsqu'on intervient en présentant la mission. Donc, c'est le bornage des questions dans leur typologie et par référence aux autres services de l'administration fiscale qui sont en contact avec les entreprises et qui ont aussi un domaine d'action. Alors, les questions, il n'y a pas de liste prédéfinie. Les thématiques, elles sont sans limite. La seule obligation, c'est qu'il faut que ce soit des questions sur la fiscalité professionnelle. Alors, quand j'illustrerai par des exemples, vous verrez que cette notion de fiscalité professionnelle, par moment, elle tangente fortement la fiscalité des particuliers quand je vous donnerai des exemples. Et donc, évidemment, on glisse parfois un peu, on empiète un petit peu sur le domaine de la fiscalité des particuliers. Donc, le domaine des questions. Il faut par ailleurs que ces questions présentent un enjeu particulier, un risque pour l'entreprise et que la nécessité d'un dialogue apparaisse pour bien borner la problématique, la situation de l'entreprise, parce que l'activité, le contexte de l'entreprise va influer la réponse qu'on va apporter. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, lorsqu'on réfléchit à la zone d'intervention de l'AFPME par rapport aux autres services d'administration fiscale, nous n'allons pas répondre aux questions de gestion courante, le choix d'un régime, des seuils d'imposition, les obligations déclaratives, a fortiori tout ce qui aurait trait à des demandes de délai de paiement. Ça, c'est le domaine d'intervention centralisé, c'est le SIE qui gère vraiment, qui a cette gestion-là du dossier. Et de même qu'on ne va pas, comme je vous le disais, intervenir sur des questions de fiscalité des particuliers, sauf questions communes aux deux domaines, ni non plus à ce qui a trait à l'accompagnement des entreprises en difficulté, des dispositifs tels que la CCSF, la CODEFI. Ça, ce sont des questions qui sont traitées par les pôles d'action économique des directions des finances publiques. Et le dernier point, parce que ça nous est arrivé quelquefois d'être saisis de questions qui avaient déjà fait l'objet d'une réponse apportée par un autre service. Vraisemblablement, la réponse apportée par d'autres services du ministère n'avait pas convenu à l'entreprise. Donc, elle s'est dit, tiens, Jacques me dit non, je vais voir si Pierre me dira oui. Non, voilà, on ne va pas multiplier les canaux de réponse pour apporter éventuellement une réponse qui serait différente de notre service. Bon, sachant que nous sommes tenus par les mêmes bases légales, l'analyse que nous emporterons normalement identique à celle de la réponse initiale. Et ça, on le trouve évidemment, vous le comprenez, lorsque des questions ont déjà été abordées dans le cadre d'un contrôle fiscal. Voilà, on avait une entreprise qui avait un contrôle fiscal qui démarrait.
sur un certain sujet et qui, en parallèle, m'a demandé une prise, posé une demande de rescrit sur le même sujet. Bon, ben là, on s'est dessaisi de suite. Voilà. Donc, voilà à peu près pour, je ne sais pas si ça vous paraît clair, si vous voyez à peu près les zones d'intervention. Hop. Donc, autrement dit, ne nous saisissez pas pour connaître le taux de TVA applicable en France. On peut penser que c'est une donnée partagée et qui est facilement accessible. Par contre, si vous avez des questions sur un prestataire par rapport à une opération frontalière, n'hésitez pas. Pardon. Ou Donc, sur, si vous avez un navire qui part de Brest et qui va décharger sa marchandise donc en Angleterre, qui recharge en Suède et qui revient en Italie, etc. Donc, il peut y avoir quelques sujets de territorialité de la TVA. Donc, ça, typiquement, ça peut mais rentrer dans le champ. sur les taux, Monsieur Hamel, oui, on peut. Alors, pour savoir globalement quel est le taux de TVA en France, effectivement, bon, là, c'est pas la peine de passer par la FPME, hein, c'est prendre un énorme marteau pour écraser une puce. Par contre, si vous vous posez une question sur un taux de TVA applicable à une opération particulière, je pense à une opération composite, voilà, est-ce que c'est une opération unique ou est-ce que c'est une opération morcelable en différentes sections qui chacune a son taux de TVA propre? Ça, c'est parfaitement de notre ressort. Hein. Voilà. Donc, tout ça, j'ai bien conscience que c'est un peu désincarné hein, quand je vous égrène comme ça des idées théoriques de questions que vous pourriez nous poser. Donc, je fais quelques slides d'exemples de saisine, d'accompagnement que nous avons eu. Alors, il y a trois grands types moi, je les ai un peu appréhendés à travers trois grands types de questions qu'on peut avoir. On a ce que j'appelle des demandes de présentation de dispositifs. Ça, c'est des demandes un peu générales. Alors, il y en a, bon, je vais le dire, il y en a beaucoup dans le domaine de l'innovation. L'entreprise se crée, elle sait qu'il y a des aides, que l'État, et notamment l'administration fiscale, permet de soutenir l'innovation. Elle ne sait pas trop de quoi il ressort. Elle entend parler de JEI, elle entend parler de CIR, d'autres de C2I. Et elle arrive un petit peu sans question très précise, mais sur une thématique donnée. Que pouvez-vous faire pour moi? Je suis une entreprise innovante. Ça, bon, c'est le premier grand type de saisine qu'on peut avoir. On a un autre type de saisine et qui a trait cette fois. L'entreprise connaît le sujet, mais elle a une question de second niveau. Elle demande une clarification sur un point particulier. Et le troisième type de question qu'on peut avoir, c'est là carrément la demande de prise de position formelle, le rescrit que nous demande une entreprise. Donc, sur ce premier volet, dans les questions relatives, les présentations de dispositifs et notamment l'innovation, alors ça, vous le verrez dans les chiffres que je vous donnerai à la fin, c'est une grosse part de nos saisines, la question de l'innovation. Alors, je vous ai relayé ce témoignage, ça fait toujours plaisir, hein, c'est un témoignage qu'a porté une entreprise sur le LinkedIn de conseiller entreprise, hein, la plateforme qui met en contact les entreprises, enfin les contribuables, enfin particuliers et professionnels avec les administrations publiques. Et donc, cette entreprise, elle a été accompagnée par nous à FPME 75 et elle a témoigné très favorablement. Globalement, les retours sont très favorables. Mais là, elle l'a officialisé, donc on l'a pris avec plaisir. J'ai même mis le lien. Vous pourrez voir que je ne vous raconte pas des cracks. Quand vous avez l'hyperlien, vous le retrouvez sur LinkedIn. Donc, c'est une entreprise qui travaillait dans l'analyse des réseaux sociaux. Donc, qui travaillait sur qui avait vocation à appréhender auprès de différents réseaux sociaux des datas, donc dans une volumétrie très conséquente, et à la traiter pour analyser, notamment parler d'ingérence sur des questions d'ingérence dans les réseaux sociaux ou simplement pour analyser l'activité qui était. Et donc, elle avait entendu parler de la JEI. Bon, c'était l'entrée de sa saisine, c'était ça, la JEI. Et puis, donc, on a eu un entretien de mémoire. Bon, on a eu un bon entretien, je crois, 1 heure et demie, où on a parlé de la JEI, hein, c'était sa question. On a rebondi. Moi, je lui ai parlé du crédit d'impôt recherche parce qu'effectivement, il y a un socle commun. Si on est JEI, potentiellement, il y a des grandes chances qu'on puisse avoir un crédit d'impôt recherche. Et puis, à borner sa demande avec des dispositifs un peu connexes, crédit d'impôt, innovation. Donc, voilà, on avait ce témoignage-ci là sur les présentations de dispositifs, donc un vrai témoignage bien incarné.
mais je crois que vous en avez encore mieux incarné. Ça veut dire que votre réponse lui a plu aussi. Oui, et on sait qu'elle plaît pas qu'à ce monsieur parce que les entreprises reprennent goût à la chose et nous posent en récurrence des questions. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous. Ça prouve que ça va. Et voilà. Il y a aussi de la part de notre service un effort d'aller vers l'entreprise. On est Mm. présent à tous les salons possibles Ouais. concernant les nouvelles technologies, donc Green Tech, French Tech. Et on a forcément un stand pour se faire connaître parce qu'on a un Ouais. gros problème de diffusion de l'information, déjà de se faire connaître, de faire comprendre le dispositif. Et puis peut-être que parmi les questions qui remonteront, c'est un sujet aussi d'angoisse de l'entreprise qui communique avec une administration qui a pour mission aussi le contrôle fiscal, l'assiette de la TVA ou des impôts. Donc, on prendra position sur ces créneaux-là, sur ces sujets-là, mais sachez que ce service est complètement déconnecté du contrôle fiscal. Il n'y a pas d'appréhension à avoir. Si vous nous saisissez, il n'y aura pas de liaison avec les services de vérification. C'est un engagement moral qui est incrusté, qui est intégré dans cette mission. Oui, qui fait partie, qui est sur notre table des lois. Ouais, ouais. Puisqu'on est sur les témoignages, on peut peut-être faire la parenthèse Bénoudise. Donc, Laurent, qui donc, évidemment est expert comptable et qui utilise régulièrement ce dispositif et qui, du coup, va nous donner son retour d'expérience. Absolument. En fait, moi, je me rappelle effectivement, au moment où le dispositif a été lancé, c'était Gérald Darmanin qui était à l'époque le ministre de l'économie. Et donc, vous pourrez le retrouver encore aujourd'hui sur Internet. Il y a un petit dossier de presse qui explique comment ça marche. Et dans son édito, il explique que la fiscalité est tellement compliquée aujourd'hui que seule l'administration fiscale est capable de la décortiquer et de donner des réponses claires. Et effectivement, je partage cette analyse. Donc, plutôt que de simplifier la loi, ils ont décidé de nous accompagner pour la comprendre. Donc, c'est quand même plutôt vertueux comme procédure. Et alors, je discutais avec, pour que vous ayez tout le contexte, donc il y a ce dispositif AFPME, mais il y a aussi un autre dispositif qui concerne les entreprises plus grandes. Hein, donc, si vous avez une boîte qui dépasse le seuil de la PME, c'est tout à fait possible. Mais dans ces cas-là, c'est un accompagnement qui se fait dans la durée pour les ETI, avec une convention ou un partenariat. Voilà. Pardon, oui. Alors là, ce à quoi fait référence M. Bénoudis, c'est le service partenaire des entreprises. Alors, il est porté, lui, pas au niveau de chaque direction départementale ou régionale, il est porté par la direction des grandes entreprises. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, donc, là où nous, on accompagne les PME, lui, il accompagne les entreprises du niveau supérieur, donc ETI, grandes entreprises. Et on va borner les domaines de partenariat par un contrat préétabli où on définit quelles sont les thématiques sur lesquelles l'entreprise attend le partenariat, le soutien de l'administration fiscale. Et l'entreprise va avoir un rédacteur dédié qui va traiter, expliciter les différents points qui lui posent souci. De manière régulière, en fait. Voilà, c'est en récurrence, vraiment. Enfin, voilà. Et j'ai discuté avec un dirigeant d'entreprise qui avait signé ce partenariat fiscal avec l'administration. Et je lui disais, alors, t'es content? Il me dit, avant, j'allais voir mon cabinet d'avocat. Quand je lui pose une question, il me disait, tu peux faire comme ci, ou alors tu peux faire comme ça. Mais bon, au final, je ne suis pas certain que ça marche. Voilà. Et donc, là, maintenant, moi, je veux voir l'administration fiscale et il me donne une réponse et il me la confirme. Et je sais exactement où je mets les pieds. Donc, c'est quand même une vraie sécurité par rapport à un avis juridique qu'on pourrait obtenir ou que vous pourriez vous-même formuler, d'avoir la possibilité de demander à l'administration quelle est sa position et de pouvoir la confirmer par écrit, et ça devient un rescrit. Et la différence par rapport à un rescrit ordinaire, c'est qu'on est dans le dialogue. C'est-à-dire que ce n'est pas un courrier que vous envoyez en disant est-ce que tu peux me confirmer ceci, cela, etc. Là, on échange par téléphone. Il y a même des rendez-vous physiques qui peuvent se faire. Vous vous déplacez. Oui, on peut se déplacer. Ouais. Exactement. Donc l'administration se déplace dans les locaux, on ouvre les dossiers, on se met autour de la table et on discute. Et à la fin, on dit vous pouvez me le confirmer. Et on a un rescrit opposable à l'administration qui donne une position tranchée. Alors moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Parfois souvent avec succès et parfois j'ai pas eu la réponse attendue. Mais c'est une clarification quand même. Absolument. Il y a toujours ça de prix. Alors dans quel cas j'avais un client qui est une société de gestion qui
proposer en fait à des investisseurs de prendre des participations dans des sociétés dédiées en vue d'investir dans des boîtes. Donc on était dans une sorte de private equity. Voilà. Et donc la question était de savoir si les redevances qui étaient facturées étaient soumises ou pas à TVA. Sachant que lorsqu'on a affaire à des opérations qui sont financées avec en facture des fonds, il n'y a pas de TVA parce que c'est considéré comme étant voilà. La question n'était pas simple parce que ça répondait pas directement aux critères des sociétés éligibles à la franchise de TVA. Donc, on a demandé à l'administration qui s'est prononcée, qui nous a dit oui, il n'y a pas de problème, ça rentre dans les services annexes, et je sais pas que ça. Et donc, voilà, on avait la garantie qu'il n'y avait pas de TVA à facturer. Donc, bon, c'est quand même une vraie sécurité parce que quand on découvre avec 2 ans ou 3 ans de retard qu'il fallait mettre de la TVA, c'est souvent un moment douloureux. J'ai également un dossier un peu incroyable. Et au final, ça ne s'est pas fait, mais c'est un client qui avait créé une SAS, qui était aussi, lui, dans le capital investissement, donc un banquier d'affaires international, etc. Et le gars me dit, voilà, j'ai un gros deal qui va se faire à Singapour et je devrais toucher 2 millions d'euros de commission et je vais rétrocéder 1 million à mon partenaire local. Il me dit, comment je déclare ça est-ce qu'il y a de la TVA? Est-ce qu'il n'y a pas de TVA? Comment je déduis 1 million de commission à un gars qui habite à Singapour? Pour sujet pas simple. Donc là aussi, on a interrogé l'administration pour lui demander comment on analyse le truc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fournisse comme document pour que ça fonctionne et qu'on puisse payer les impôts qu'on doit payer sur l'opération. J'ai également interrogé l'administration sur l'éligibilité d'un de mes clients au pacte du trade, au caractère animateur de sa holding. Donc ça, c'est aussi un sujet que vous traitez, me semble-t-il. Et donc, on a rencontré un interlocuteur qui s'est déplacé, on a fait un rendez-vous, on lui a expliqué comment ça marchait, on lui a montré les conventions d'animation qu'on avait, on lui a décrit le groupe, l'organigramme, etc. Et à la fin, nous a confirmé qu'on était bien éligible au pacte du trade, qu'on était bien considéré comme étant une holding animatrice. Donc ça aussi, c'est très rassurant parce que là, on n'a pas le droit de se tromper sur ce genre de sujet. Quand tu fais une transmission d'une boîte qui vaut 10 millions, si tu n'as pas les 75% d'abattement, le rappel fiscal, il peut représenter plusieurs millions d'euros à titre personnel pour le dirigeant. Donc, tu ne fais pas de donation du trade si tu n'es pas certain qu'il y a du trade qui s'applique. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Il faut une sécurité totale. Non, c'est vrai que l'intérêt de l'administration, c'est qu'effectivement, nous, notre but, c'est pas de faire des rappels de droit, d'aller tacler les entreprises. Si on peut prendre le problème à la source, anticiper l'erreur et éviter l'erreur, et donc permettre à l'entreprise de fonctionner sans avoir ce côté un peu létal, surtout pour les gens des entreprises, quand elles partent dans un dispositif et que nous, on arrive par la suite en disant mais vous n'y avez pas droit, donc rendez-nous l'argent d'un crédit d'impôt ou autre. Donc effectivement, on est là en logique complète de partenariat, de dire ce qu'on veut, c'est éviter l'erreur. Donc, on vous donne un outil pour éviter les erreurs. Et donc, vous êtes expert comptable, vous êtes dans la comptabilité. Effectivement, comme vous le disiez, la loi fiscale, elle n'est pas simple. Autant s'adresser directement à l'administration qui peut clarifier la loi et en plus vous courir en prenant des positions formelles en plus. Voilà. Ouais. Alors après, j'ai eu un cas qui n'est pas très ancien d'ailleurs, qui est assez récent. Au moment où vous avez régionalisé et départementalisé le dispositif, et donc mon client, lui, était situé dans un département, je ne me rappelle plus lequel, mais enfin bon, peu importe. Et même histoire, une question complexe en matière de Dutrecht, avec une interprétation du texte qui n'est pas claire. À mes yeux, en fait, la question, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais c'est une sorte dans le cadre d'une transmission. Est-ce qu'on peut importer les titres? Est-ce qu'on est déjà... Bon, bref. Et j'ai interrogé un copain notaire qui m'a dit qu'il allait interroger le crédon. Il n'a pas de réponse. Voilà, personne ne connaissait la réponse. Et donc, je me suis dit, ça, c'est tout à fait le genre de cas qu'il faut qu'on traite avec la FPME. Et je me suis fait renvoyer dans mes buts par le responsable qui m'a dit vous êtes gentil, mais enfin, on n'est pas avocat et on n'est pas là pour répondre à vos questions. Machin. Il m'a dit c'est pas le sujet. C'est la FPME? Ouais.
je vous ferai passer le bel, vous verrez. Et quand je m'en suis ouvert à je ne sais plus qui, mais d'un autre départ de Paris, il m'a dit Monsieur de Saint-Antoine. Donc les Hauts-de-Seine. Voilà, FPME des Hauts-de-Seine. Alors, Ouais. quand j'en ai parlé, je lui ai dit regardez ce que j'ai reçu, là, Mm. est-ce que c'est normal? Il m'a dit en fait, c'est chaque département est un peu autonome dans son traitement et dans son mode de fonctionnement. Bon, voilà. Donc, comme il n'allait pas dépasser son siège pour avoir la réponse. Voilà. Bon, voilà. Bon, peut-être qu'il faut essayer d'homogénéiser au sein des C'est vrai que départements. les départements ont la même mission, apporter la sécurité juridique. Donc, effectivement, là, il aurait pu avoir une réponse, normalement. Mais les modes d'organisation, ils sont propres à chaque département. Alors, effectivement, peut-être, là, se sont trouvés sur une personne qui fonctionnait peut-être seule et sur laquelle personne n'a pu lui dire, mais ça, c'est pour nous. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça, mais je pense que c'est un petit bug qui doit circuler. Alors, après, il y a une question, évidemment, que tous les experts comptables. Alors, d'abord, il n'y a pas de question anonyme. C'est-à-dire que quand vous interrogez la FPME, il faut donner le nom de l'entreprise avec laquelle on parle. On ne fait pas de questions dans l'air. C'est cas précis. Deux, évidemment, il est possible d'avoir une réponse qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, il est tout à fait possible soit d'appliquer ce que vous pensez être bon en imaginant que la FPME a répondu à côté de la plaque, et puis vous faites une mention express dans votre dossier à l'administration en expliquant qu'il vous a dit que ce n'était pas déductible, cette provision, je ne sais pas quoi, et puis vous décidez quand même de la déduire pour telle et telle raison, etc. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'appliquer la décision qui a été rendue dans le cadre de la RSRI si vous le signalez sous forme de mention express à l'administration fiscale, qui après, elle... voilà. Ce que nous dit l'administration, et ça, je le crois pour en avoir longtemps discuté avec eux, c'est qu'il y a les gens qui deviennent conseillers à FPME ne sont plus dans le contrôle fiscal. Exactement. Oui, bon, on le réinvoquera tout à l'heure, mais il y a un terme consacré. Quand on rentre dans un agent du ministère des Finances, quand on rentre dans le dispositif AFPME, on est briefé très fermement sur la chose. Il y a une muraille de Chine entre ce que va nous dire l'entreprise, enfin ce que nous dit l'entreprise dans le cadre d'un entretien FPME reste dans le cadre d'un FPME. Et il y a une muraille de Chine entre nous et le contrôle fiscal. Alors moi, je traduis ça en disant ce qui se dit à Vegas reste à Vegas. Donc voilà, vous nous dites des choses, même si ça m'est arrivé d'avoir des entreprises qui m'ont évoqué une situation du passé où une opération n'avait pas été soumise à TVA. Bon, dommage, elle faisait 200 000 euros de base. Et il en fallait. Donc, qu'est-ce que va faire la FPME? Elle ne va pas prendre son téléphone pour appeler les collègues du contrôle fiscal et dire vas-y, là, il y a à reprendre. Non, c'est interdit. Et puis vraiment, on joue complètement le jeu. Ce qu'on fait, je dis à l'entreprise, je rappelle la règle, je dis voilà ce que vous auriez dû faire pour telle et telle raison. Donc je motive, j'explique pourquoi cette opération devait être soumise à TVA. Et je dis mais maintenant, il vous faut régulariser. Vous encourez, si la chose est perçue, vous encourez des pénalités. Donc voilà, j'explique les modalités de régularisation de la situation. C'est tout ce que se bornera à faire la FPME dans un cas comme ça. On dit qu'effectivement, ce n'est pas respectueux de la règle, ça ne va pas. Et après, on explique comment retomber dans les clous. Voilà. Et alors, imaginons que l'entreprise ne régularise pas sa situation. Arrivé. Il y a quand même un contrôle. Le hasard, il y a quand même un contrôle. Le contrôleur redresse. Est-ce qu'à ce moment-là, lui aura accès à votre réponse? Parce que ça pourrait alimenter l'application des pénalités de mauvaise foi. Alors, il n'aura pas accès à ce que m'a... Alors, si la réponse est un rescrit, enfin, si l'entreprise a demandé un rescrit, de toute façon, dans le rescrit, vous avez tout. Il y a le cadre de la question qui est précisé par l'entreprise et puis la réponse qu'on a apportée. Lorsque l'intervention de la FPME ne s'est pas faite dans le cadre d'un rescrit, donc une réponse générale avec explicité, ce que saura juste le collègue, c'est les thèmes abordés. Ok. Mais aujourd'hui, d'expérience, chaque fois qu'on a un rappel fiscal, sauf si c'est vraiment tout à fait anodin, mais dès qu'il y a des montants qui sont un peu sensibles,
les 40% sont quasiment appliqués de facto. Et en fait, ça répond à une manière qu'a l'administration désormais de traiter le sujet. En fait, c'est une conférence du club fiscal qui avait été organisée il y a quelques années. À l'époque, je crois que c'était M. Siviod qui était le directeur de la sécurité juridique, etc. Et qui, dans le cadre d'un contrôle qu'ils avaient fait auprès d'une grande entreprise, sur des provisions qui avaient été enregistrées et déduites du résultat fiscal. Et donc, ils étaient tombés sur la consultation d'un avocat qui disait bon, a priori, c'est pas déductible. Mais bon, dans l'hypothèse où tu le déduis, il faut qu'il y ait un contrôle pour que l'administration s'en aperçoive. Dans l'hypothèse où il y a un contrôle, c'est pas certain qu'il tombe dessus. Et dans l'hypothèse où il tombe dessus, bah, au pire, tu auras un rappel et tu paieras l'impôt avec 10%. Donc en fait, le jeu mérite d'être tenté, y compris même si on sait que ça ne va pas passer. Et donc, à l'issue de ce constat, c'est de dire, bon, en fait, celui qui s'amuse à frauder en conscience, en vérité, il prend un risque très limité, puisque au global, il risque de payer l'impôt qu'il aurait dû payer avec peut-être 10%, et il va peut-être réussir à les négocier. Et donc, la position de l'administration, aujourd'hui, elle a beaucoup changé. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait, quand tu commences à jouer à déduire des trucs que tu n'as pas le droit de déduire, c'est les 40%, c'est quasi systématique. Sans compter que avec la fin du verrou de Bercy, tu as 100 000 euros de rappel, plus 40% automatique, le dossier il part sur le proc avec plein de pénales, etc. Donc l'idée, c'est de se rapprocher un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a très peu de contrôle. Par contre, quand le mec il se fait attraper, il est en prison. Donc, alors là, on n'en est pas au stade où on va en prison quand on se fait attraper. Mais quand tu as un rappel dans le cadre d'un contrôle, les 40% sont. Voilà. Et la contrepartie de ça, c'est l'accompagnement fiscal personnalisé, c'est le CF, c'est de dire, bah, si vous avez des questions, on va vous accompagner, c'est gratuit pour que ça se passe bien. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette démarche de transparence, de confiance, à ce moment-là, on bascule dans le répressif avec des sanctions qui sont lourdes. Et je trouve que c'est bien plus intelligent comme approche que le système qu'on avait il y a quelques années. Et en tout cas, le recours à la FPME ne peut pas déclencher un contrôle. Voilà. Là, le cas qu'on évoquait, où effectivement les collègues du contrôle fiscal sauraient qu'on a abordé un thème, mais sans savoir exactement ce qu'il en est. Parce que quand je leur dirais qu'on a parlé de la territorialité des prestations de services, on n'a pas dit qu'il y avait une opération qui était particulièrement évoquée et qui était litigieuse. Donc, le recours à la FPME, en aucun cas, ça ne peut enclencher un contrôle fiscal. Voilà, c'est juste s'il y a contrôle fiscal, les collègues, sans savoir ce qui a été dit, ce que l'entreprise a pu nous dire, précisément la question et la réponse donnée, aura la thématique de réponse. Bon, c'est pas, ça n'engage pas grand-chose. Hein, voilà. Ouais. Oui, donc vous évoquez la relation de confiance, hein, et cette relation de confiance, c'est la thématique même de la loi ESSOC, qui effectivement a opéré une distinction extrêmement importante entre les usagers contribuables de bonne foi et ceux de mauvaise foi. Donc c'est vrai que ce dispositif d'accompagnement fiscal des PME vise exclusivement les entreprises de bonne foi. Elles le sont en entrée de la question. On espère qu'elles le resteront en sortie de la question, lorsqu'elles auront la réponse. Si la réponse ne convient pas, ce qui peut éventuellement s'entendre, je crois que la bonne solution à appliquer, c'est celle que vous avez évoquée, c'est de faire une mention express. C'est d'être transparent. Ou demander l'avis du second collège. Ouais. Voilà, il y a des moyens, donc restons transparents jusqu'au bout. C'est certainement le meilleur moyen pour vous d'assurer vos arrières et de témoigner de votre bonne foi. Parce qu'effectivement, la règle fiscale n'est pas souvent simple, ou autrement dit, elle est parfois complexe. Donc, allez vers la transparence, utilisez ces dispositifs-là pour vous sécuriser. Bon, et de toute façon, après, s'il y a une divergence d'opinion sur un sujet, au final, c'est le juge qui sera amené à le trancher en cas de litige, si on va jusque-là, à un moment donné. Et alors, dernier exemple, qui est peut-être une limite, mais je la comprends, hein, sinon ça devient n'importe quoi, en fait. J'avais un client qui avait une holding qui détenait des titres, et puis est arrivé le Covid. On a eu la possibilité de réévaluer les actifs
en franchise d'impôt. Et donc, on a procédé à cette réévaluation et on a porté la valeur des titres qui était de, je ne sais plus, un montant pas très élevé, à 10 millions d'euros, qui était la valeur de la participation qu'il détenait. Et puis, l'année suivante, il a souhaité apporter cette participation à une nouvelle holding. Et là, normalement, on aurait dû être dans le cadre de l'apport partiel d'actifs avec l'article 210B, la franchise, etc. Mais l'écart de réévaluation, lui, n'était pas traité comme étant reportable en cas d'apport. Et donc, en fait, si on avait fait ça, on se serait retrouvé avec une fiscalité à hauteur de 12% au moment de l'apport. Or, l'état d'esprit de l'apport, c'est justement de ne pas taxer le truc. Mais dans le texte qui définit quelles sont les conditions, enfin, qu'est-ce qui est effectivement pas taxé au moment de l'apport, il n'y avait pas évidemment le dispositif de réévaluation qui était récent et qui était postérieur. Et donc, je pose la question à la FPME en disant est-ce que vous pouvez me confirmer que je peux garder ma plus-value sans taxation? Est-ce qu'elle est bien Est-ce que le fait que j'apporte mes titres dans une nouvelle holding ne me pose pas de problème? Et là, la réponse, c'est de dire en fait, il n'y a pas de dispositif légal, on comprend la question, mais il faut interroger la législation fiscale, en fait. Et ça a fait l'objet, en fait, d'une publication de BOFIP, je crois, ou d'un dispositif légal, je ne sais plus. Il y a eu un rescrit quand même en amont et après traduit dans le BOFIP. Oui, en fait, la réponse qui m'a été donnée, c'est de me dire, en l'état, je ne peux pas vous le confirmer, mais on va interroger la législation fiscale parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'avait pas été identifié en fait, par l'administration, puisqu'ils n'ont pas eu le cas. En fait, après, il faut réfléchir au problème pour l'imaginer. Moi, comme je suis tombé dessus, voilà. Et ça s'est réglé en fait par une publication d'ADLF, je crois. Une nouvelle doctrine, oui, voilà. On a fermé le trou dans la raquette, ouais. Ouais, exactement. On peut peut-être rappeler les différents niveaux parce que l'AFPME départementale, l'accompagnement des entreprises au niveau départemental, va instruire principalement des questions d'ordre général pour lesquelles donc, une réponse est apportée et qui, a priori, sera appliquée par l'entreprise. Si le cas est un peu plus complexe, la FPME, c'est aussi la porte d'entrée pour les rescrits fiscaux à proprement parler, où là, les faits sont beaucoup plus précisés, la problématique est détaillée et ça apporte une expertise, ça suscite une expertise de la part de l'administration qui va prendre une position écrite, formelle et qui lui sera opposable. Et puis après, effectivement, ces moyens-là d'échange que l'on a avec les entreprises, ça nous permet de détecter des sujets qui sont particulièrement complexes, souvent transverses, donc qui concernent plusieurs entreprises. Et là, effectivement, il y a une escalade vers les services de Bercy, notamment la direction de la législation fiscale, qui va expertiser, réexpertiser à son niveau, et reprendre, le cas échéant, des dispositions législatives pour répondre ou solutionner la question. Alors là, on était, je vais peut-être avancer un petit peu parce qu'on était dans les témoignages sur les incarnés. Dans les questions au-delà, un peu plus précises, plus pointues que les simples présentations de dispositifs. Alors, je vous ai mis un petit, pas un inventaire à la Prévert, enfin de quelques cas que nous avons eus sur Paris sur les 2 années pleines d'existence du dispositif. Alors, le premier cas, effectivement, il date un peu maintenant. Il était de 2024, à l'époque, lorsqu'on faisait du crédit d'impôt recherche et qu'on embauchait, la première embauche d'un jeune docteur, jeune docteur comptait double. L'entreprise était assez friande de cet aspect-là du dispositif. Et donc, j'avais une question d'une entreprise qui avait déjà le futur jeune docteur en salarié dans son entreprise et qui s'inquiétait et qui me dit, mais voilà, moi je l'ai déjà salarié et depuis il est devenu jeune docteur. Est-ce que, comme je ne l'embauche pas parce qu'il est déjà jeune docteur, mais il est devenu dans l'intervalle, est-ce que j'ai encore droit au doublement? Et si oui, est-ce qu'il y a un formalisme particulier à apporter au contrat de travail? Donc voilà, on lui avait clarifié et apporté les bases légales pour la sécuriser sur ce dispositif. On a, alors là, les entreprises, les questions que j'ai listées là, les entreprises connaissaient déjà un dispositif, mais avaient besoin sur un point précis d'une clarification de second niveau, on va dire. Pas mal de demandes qui ont trait sur les agréments. CIR ou C2I, même si ce n'est pas nous qui les attribuons, mais enfin, on explicite tout ce fonctionnement-là et c'est l'occasion de
de reprendre l'info sur la notion de base, de la notion de recherche et développement au sens fiscal ou d'activité innovante éligible au C2I. Voilà. Et un autre exemple, alors on parlait de la territorialité de la TVA, c'est quand même, avec l'innovation, c'est une des grosses sources de questionnement qu'on a eu, nous, sur Paris. J'avais été approchée par un cabinet parisien d'une entreprise d'architecture américaine qui s'installait à Paris et qui s'interrogeait sur comment je facture, quelle TVA je mets sur mes prestations d'architecte. Donc, et elle avait des projets qui étaient dans toute l'Europe géographique. Alors, dans l'UE et hors UE, il y avait la Suisse et il y avait voilà. Et sur des parcelles qui étaient parfois identifiées et parfois sur des parcelles qui n'étaient pas identifiées. Donc là, ça a été l'occasion d'un vaste tour de piste sur la règle générale des prestations de services en B2B et leurs dérogations. Voilà. Tout à l'heure, on évoquait les taux de TVA. Donc, on a eu plusieurs saisines sur la question du taux de TVA applicable à des opérations un peu particulières. Alors, soit des opérations mixtes. Alors là, c'était justement un des cas où on a eu à traiter une question qui n'était pas d'une PME. C'était d'une entreprise qui était une grande entreprise, mais qui n'avait pas de partenariat signé avec la DGE. Donc, le service partenaire des entreprises nous a autorisé, au regard de la question, il a dit, bon, écoutez, prenez-le, on ne va pas prendre le temps de négocier un contrat, répondez-leur. Donc là, cette entreprise, c'était une opération mixte où il devait acquitter auprès d'un photographe professionnel une opération qui consistait en la prise de photos et en même temps auquel succédait la cession des droits d'auteur du photographe. Et la grande entreprise et le photographe professionnel n'étaient pas d'accord. Le photographe professionnel disait non, non, c'est une opération unique au taux de cession des droits, donc 10%. Et la grande entreprise dit non, 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 il y a deux opérations, une à 20 et l'autre à 10. Et c'est la grande entreprise qui avait tort. Voilà, bon, écoutez, voilà. Mais donc, c'était assez intéressant aussi. Clarifié, donc. Oui, oui, on a clarifié. Oh, eux, ça leur était un petit peu égal. Hein. Franchement, voilà, c'est plutôt le petit entrepreneur qui. Ça, c'est tout à fait le type de question pertinente parce que l'enjeu, il n'y en a pas. La TVA, elle est certainement récupérable. Voilà, c'était ça. La bonne question, c'est de ne pas se tromper parce que par contre, s'il y a un rappel, voilà. là, les conditions de la récupération seront différentes. Voilà, c'est ça. La TVA d'aide n'est pas la même. Voilà. Donc, et ça faisait des années qu'elle appliquait cette solution. Donc, voilà. J'ai d'autres sujets. Alors là, même si on est sur Paris, on a parfois pas mal de. Vous savez que Paris, c'est pas un territoire sur lequel on a beaucoup de fiscalité de zones, hein, de dispositifs fiscaux zonés. Mais enfin, on a quand même quelques QPV, quelques zones franches urbaines. Et là, on a eu des questions sur ces points-là. Alors, ce sont des entreprises qui, à l'époque, on nous pose la question, sont parisiennes, mais qui veulent partir. Bon, alors moi, je leur réponds, et c'est comme ça qu'on a traité de dispositifs qu'on connaît moins courants sur Paris. Et donc, j'ai un exemple de cabinet d'ophtalmologie qui savait qu'il y avait des allègements fiscaux en ZFU et TE, et qui voulait des précisions sur les conditions, notamment à l'ancrage des salariés, l'ancrage du cabinet dans la ZFU-TE. Enfin, voilà, vous voyez à peu près à quoi je fais référence avant de déménager. Et dans le cadre des questions où la réponse n'est pas celle qu'on attend, mais pour autant, c'est le but de on a clarifié, donc c'est quand même un plus apporté à l'entreprise. Elle est toute fraîche, celle-là, elle est du début de cette année. Un entrepreneur parisien qui comptait s'installer dans le Puy-de-Dôme et qui me saisissait en me disant, voilà, j'hésite, je me mets en ZFU-TE ou je me mets en QPV, qu'est-ce qui est le plus favorable pour moi ? Quand il m'a expliqué son activité, c'était des prestations de services informatiques. Entre le moment où il a commencé à penser à son projet, une loi de finances 2026 est sortie, qui a mis fin au dispositif des ZFU, et qui a fait glisser l'intégralité des allègements qui soient sur les impôts d'État, enfin le résultat, les allègements sur le résultat ou sur les impôts locaux, tout a fait glisser sur le dispositif QPV, en limitant le bénéfice de ces allègements aux entreprises qui ont une activité commerciale, artisanale ou dans le secteur médical. Donc, prestation de services informatiques, il n'y avait plus rien. Voilà.
Pas de bol, voilà, il fallait partir en 2025. Ouais. Et le dernier point, alors là, c'est la sécurité juridique ultime, on va dire, c'est les demandes qui nécessitent une réponse formelle de l'administration, un rescrit. Voilà. Alors, en préalable, sur comment on est approvisionné en rescrit, alors il y a deux modes. Soit, comme on va le voir, c'est dans le cadre d'un entretien, on parle avec l'entreprise et puis on voit que le sujet a un enjeu trop risqué. Il faut vraiment, la question est complexe, l'enjeu est énorme, donc on va amener l'entreprise à poser un rescrit, à demander un rescrit. Soit on a maintenant des entreprises et des avocats qui connaissent la FPME, donc qui nous envoient spontanément les rescrits. Il n'y a pas d'entretien, ils nous donnent un rescrit parfaitement formalisé avec bien une identification de la problématique, la référence au texte sujet de la question. Voilà, donc on peut soit demander à l'entreprise de déposer un rescrit, enfin l'inviter à déposer un rescrit dans le cadre de l'entretien, soit on a des rescrits qui nous arrivent spontanément sur notre boîte à lettres fonctionnelle. Lorsque le rescrit est complètement formalisé, là, on ne fait pas d'entretien. Voilà, parce que normalement, dans le rescrit, tout est bien posé déjà. Donc, ça, préalable étant dit, voici quelques exemples de rescrits parisiens, on va dire. Alors, le premier est encore en cours, celui sur les accords FATCA. Alors, c'est un établissement de paiement, alors qui n'est pas une banque en elle-même, mais c'est un établissement qui propose des solutions pour gérer simplement les frais professionnels aux entreprises. C'est-à-dire qu'il met à disposition pour les entreprises des cartes de crédit, des cartes de débit ou de crédit, que l'entreprise donne à ses salariés, qui va leur servir, ces cartes vont servir à acquitter les frais professionnels. Et donc, dans ce cadre-là, l'entreprise se dit, mince, mais est-ce que je ne serais pas concernée par les accords FATCA, c'est-à-dire, vous savez, d'échange d'informations entre l'administration fiscale française et l'administration fiscale américaine, où l'administration fiscale française doit faire remonter aux États-Unis des informations sur les comptes détenus par des sujets de nationalité américaine. Et donc, forcément, moi, ce rescrit, j'avais aucune info au niveau local. Le rescrit, là, il remonte. Voilà, il est remonté en escalade. Ouais. C'est parce que c'est même pas fiscal comme question. C'est quand même une obligation fiscale de transmettre à l'administration ces informations. C'est vrai que c'est pas sur un niveau d'imposition. Je suis d'accord avec vous, ça va pas générer une imposition, la TVA en résultat ou autre, mais ça peut être sanctionné par une amende fiscale. Voilà, donc c'est porté par le CGI et donc par la DGFiP. Donc celle-ci est en cours d'analyse. On a pas mal de saisines sur pas mal, on en a eu quelques-unes sur l'éligibilité au dispositif de l'IP-Box, la taxation au taux de 10% des revenus tirés de la cession, enfin de certains actifs de propriété intellectuelle. Voilà, donc là, j'avais une entreprise de recrutement et de portage salarial qui s'interrogeait sur son éligibilité. Alors, c'est quoi la réponse? Eh bien, en fait, ça a fait pchit, parce que, pas de notre fait, l'entreprise. Alors, il y avait eu un entretien. Donc, j'avais expliqué à l'entreprise le dispositif de l'IP-Box. Pour moi, ils n'y étaient pas. Je ne me rappelle plus exactement le cadre, mais j'en disais, il y a tel point, ça accroche. Et donc, je leur ai dit, il faut faire un rescrit parce que ça demande une analyse plus poussée. Et je pense que, avec notamment des questions de tout ce qui était un peu innovant n'était pas fait en France, était fait hors Union européenne. Donc, je disais, sur le ratio, ça ne va pas le faire. Et donc, en fait, ils ont quand même déposé leur demande de rescrit. Et puis, ils se sont arrêtés en cours de route parce que je pense, au fur et à mesure qu'ils ont analysé, on a demandé, enfin, la personne en charge du traitement du rescrit a demandé des compléments d'information et ils se sont aperçus qu'ils n'y étaient pas. Donc, mais bon, ils ont trouvé la réponse à leur questionnement sur ce cas-là. Donc, comme je le disais, ouais, des questions relatives à des opérations un peu biscornues, enfin moins classiques au regard de la TVA.
et notamment sur l'assujettissement à la TVA d'opérations particulières. Alors, c'était un cas qu'avait eu notre FPME avant mon arrivée. C'était l'installation, une entreprise qui installait, qui exploitait des bornes de recharge électrique et puis qui proposait également une plateforme pour gérer ses recharges. Voilà, et qui s'interrogeait sur quels étaient les taux, enfin l'application de la TVA pour ces deux parties de son activité. L'autre cas, alors celui-là, on l'a eu à traiter, celui-là, je le connais bien, c'est un éditeur qui fait des livres pour enfants et puis qui faisait des produits un peu plus exotiques, entre guillemets. Donc, c'était notamment un livre un peu accordéon, enfin un support en accordéon, on va prendre la question de façon neutre, et puis sur lequel l'enfant pouvait mettre des lettres aimantées. Et donc, il était en désaccord avec des distributeurs comme la FNAC qui lui disaient non, 20% pour tout. Bon, ils veulent être couverts, hein, comme ça ils se disent on est tranquille. Et lui, il n'était pas sûr. Donc, il a présenté un rescrit. Il a eu une première, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est d'accord ou pas d'accord avec le rescrit. Bon, le rescrit, ça n'est jamais qu'un avis, évidemment, hein, on peut le suivre ou pas. Le rescrit lui disait non, ce n'était pas un livre. Il n'était pas d'accord. Et alors, bon, il n'a pas fait le choix de la mention express, il a fait appel il a demandé un second examen. Voilà. Et au second examen, il a eu raison. Voilà. Donc, maintenant, la question est clarifiée. Taux réduit. Oui, 5,5. Ouais, c'est un livre. Un livre fiscal, même si c'est un peu plus un peu varié. Et il est revenu il a recollé la chose sur un autre produit. Ouais, mais je ne sais plus ce qu'il y avait dans l'autre produit, mais c'était aussi qui a aussi été assimilé à un livre. Et le tout dernier, alors celui-là, il date de toute fin d'année 2025, il est encore en cours d'analyse. C'est un data center qui est en train de s'installer sur Marseille. Et l'entreprise qui fait ce data center n'est pas propriétaire du local, elle est locataire, un bail commercial. Elle a fait passablement, elle a mis des grosses sommes d'aménagement de ce local qui était complètement désaffecté. Et la question, c'est j'amortis. Voilà la solution que j'aurais pour amortir. Est-ce que vous me la validez? Voilà. Donc, voilà. Ils aimeraient bien que ce soit sur la durée du bail. Alors, ils ont un bail de 12 ans et ils espèrent le porter à 25 ans. Donc, pour nous dire que, franchement, ils ont le temps d'amortir, même s'ils ne sont pas propriétaires. Voilà. Donc, c'est en cours d'instruction. Celui-ci. Voilà. Donc, c'est à peu près pour vous donner un petit tour de piste un peu plus incarné, hein, de ce que peut faire la FPME. Ah, c'est intéressant parce que dans tous les exemples que vous donnez, on est clairement dans le champ de la fiscalité des entreprises, parce qu'il y a TVA, Oui. impôts. Ouais. Mais finalement, dans les exemples que Laurent donnait, il y en avait quand même 2 qui étaient sur du trail. Alors, il y a sur des dispositifs effectivement connexes, tangentiels, comme je disais, et qui peuvent intéresser des clients, y compris que vous auriez, mais qui ne seraient pas des pures entreprises. Dans l'innovation, j'ai souvent eu des questionnements sur l'IRPME, enfin la réduction d'impôt, donc PME, plus particulièrement quand la PME est une GEIR, voilà. Et donc ça, assez régulièrement, on est saisi par l'entreprise. Alors, même si le fond de la question, c'est l'avantage pour le particulier qui veut investir. Mais l'intérêt de l'entreprise, il est là. Hein. C'est-à-dire, elle fait ses levées de fonds. Il faut que les gens viennent participer au capital, enfin que les fonds arrivent. Donc, il faut qu'elle ait des arguments pour vendre, entre guillemets, son entreprise. Enfin, la question pour appeler les fonds. Et puis aussi, il y a aussi l'aspect comment faire le formalisme pour permettre une réduction d'impôts sereine aux investisseurs, voilà, aux souscripteurs au capital. Ouais. Et puis, assez régulièrement, sur les entreprises encore un peu petites, on a des questions sur les distributions de dividendes. Voilà. Est-ce que, par exemple, si j'ai une SCI soumise au revenu foncier et que j'ai un doute sur la déductibilité de travaux, oui. Vous répondez? Oui, on répond, ouais. C'est fiscalité des entreprises très large. C'est une entreprise. Alors effectivement, l'activité, elle est un peu civile, voilà. Mais vous avez certaines SCI qui, même en étant SCI, ne sont pas du tout dans l'activité civile. Hein. C'est une forme qui permet pas mal de modes de fonctionnement. Mais oui, on répondra. Ouais, on répondra. À Paris, on est dans la recherche
de questions. Voilà. On ne se lève pas le matin en se disant j'espère qu'il y aura une question aujourd'hui. Bon, Non, non, non. mais on n'est pas à la saturation, voilà, qui non, ferait que on voilà, a une approche extrêmement ouverte de la question. On ne veut pas décourager. Le dispositif se lance. On veut le promouvoir. C'est la raison de notre présence ici. Donc, on a besoin de vous aussi pour le porter auprès de vos clients. Mais donc, à nous aussi de faire l'effort d'ouvrir le dispositif. Ouais. Peut-être aborder un sujet, Hélène, sur la recevabilité de la question. D'abord, Oui, comment on nous saisit et puis surtout, pour un cabinet d'expertise voilà, comptable, pour quelles sont les vous, vous conditions, pouvez nous. Ouais. Alors, je vais. Voilà, on va expliquer comment le déroulé d'un accompagnement. Ça démarre par une saisine. Donc, comme on disait, alors l'interlocuteur premier dans le dispositif AFPME, l'interlocuteur premier, c'est le dirigeant. Mais on admet que le dirigeant, ce n'est pas lui directement qui nous saisisse, mais son conseil dûment mandaté. Donc, ça veut dire qu'on a été approché par des avocats ou d'autres conseils qui nous, soit on l'a dans le mail, enfin dans l'approche, on voit qu'il nous signale qu'ils ne sont pas directement dans le dirigeant, soit c'est au début de l'entretien, on demande le mandat. On va dire voilà, donnez-moi un mandat de dirigeant pour m'indiquant que pour cette question, pour traiter cette question, il vous laisse le champ. Alors, vous êtes déjà dans un rapport contractuel avec vos clients, évidemment. Donc, ce qui peut être fait dans ce cas-là, c'est parce que, comme il faut quand même que le dirigeant soit au courant de ce qui se passe avec l'administration, sans que vous nous donniez vraiment un mandat, on peut admettre avec qu'il soit au moins en copie d'un mail de saisine. Voilà, le dirigeant soit en copie du mail de saisine. On a fait le choix, on en a parlé, on a fait le choix d'alléger le formalisme. On ne veut pas vous enferrer, vous soumettre à l'obtention d'un mandat spécifique au-delà de la lettre de mission que vous avez par ailleurs avec le client. Donc, en ce qui nous concerne pour Paris, on prend la question dès lors qu'on a la certitude que le dirigeant de l'entreprise est dans la boucle, est informé de cette question. Et puis l'entretien peut se faire à trois parties. Hein. Voilà, on peut faire en visio et avoir vous, expert comptable, et le dirigeant de l'entreprise. Enfin voilà, s'il souhaite participer également à la visio. Mais l'important, c'est qu'il doit être averti. Quoi. Alors, je pense que dans les Hauts-de-Seine, il vous demande le mandat. Enfin, je sais pas, j'en ai parlé avec Cédric. Il me dit écoute. Ouais, enfin bon, voilà. Enfin, moi, en général, ce que je fais, c'est effectivement, c'est un mail. Ouais. Je mets le dirigeant en copie. Voilà, mail, comme ça. Bon, j'explique le problème et puis après, on est rappelé en général sous 24 heures. Hein, c'est très rapide. Hein, oui, alors on essaie d'organiser l'entretien, de prendre contact très rapidement. Alors on essaie sous 24-48 heures à Paris de contacter l'entreprise pour fixer l'entretien, le moment de l'entretien. Et après, ça ne veut pas dire que sous 24-48 heures, il y a la réponse. Hein. Les questions ne ramènent pas toujours cette réactivité-là. Mais voilà, on essaie d'avoir, je crois qu'on a 80% des cas où l'entretien il se passe dans les 4-5 jours. Voilà. Enfin, en fonction des plannings des uns et des autres, hein, aussi de l'entreprise parfois. Ouais, pardon. Simple question, où on trouve les coordonnées pour vous Je vais contacter. vous le dire, parce que maintenant que le monde arrive, vous inquiétez pas, je vous donnerai l'adresse. Il n'y a pas de souci. Alors, on est bien d'accord parce que c'est l'une des questions du chat que quand je suis expert comptable et que je vous contacte pour un de mes clients, je dois donner son nom, son identité. Oui, en fait, la réponse, c'est du sur-mesure. Alors, pour que ce soit du sur-mesure, il faut qu'on connaisse l'entreprise. Et c'est parce qu'on connaît l'entreprise, parce que quand l'entreprise, son représentant, son conseil nous pose la question, il n'est pas fiscaliste, même s'il peut être très sachant en fiscalité. Donc, il va nous présenter, nous donner des paramètres qui peut-être ne seront pas suffisants pour répondre à la question, ou peut-être omettre de nous donner un paramètre qui infléchira complètement notre réponse. Donc, quand on est approché par une entreprise, moi, je vais regarder son dossier pour avoir déjà un peu d'infos, pour préparer un peu l'entretien, pour me dire, il me pose telle question, mais au vu de ce qu'il fait, ça va, il y a ce sujet-là. Donc j'ai besoin de savoir qui me pose la question. Ouais. Et puis, on peut repréciser que l'esprit de la loi, c'est d'aider l'entreprise dans sa prise de décision. Donc, la question peut être portée par tout tiers, par tout conseil, par un expert comptable. Mais nous, notre public, c'est quand même la PME. Donc, il faut qu'on ait ce lien absolu avec la PME et la PME de bonne foi.
Moi, d'expérience, j'ai rarement de clients qui me disent « Ah bah non, je veux pas que tu appelles le fisc, c'est pas possible ». Une fois qu'on explique le contexte, comment ça marche, qu'on l'a déjà fait, que ça se passe bien, en général, le client est plutôt favorable à être sécurisé dans sa approche et sa pratique. C'est rare qu'il dit non, je veux pas rencontrer l'administration. Non, non, puis comme vous disiez. Oui. Enfin, et puis j'ai le sentiment que chez peut-être c'est une vieille peur des vieux, mais les jeunes, ils sont plutôt enclins à aller voir l'administration pour poser des questions et obtenir des réponses, en fait. C'est vrai que moi, je suis en contact avec les personnes qui ont osé contacter l'administration, mais j'ai jamais senti de frayeur de leur côté. Voilà. Et effectivement, on a pas mal de startups, vous l'avez compris, hein, avec les dispositifs d'innovation. Et oui, ils sont, on ne veut pas dire copains, mais quand même dans une franche cordialité. Ouais, ouais, il n'y a pas d'ambiguïté et ils sont ravis, effectivement, qu'on ne soit pas là en censeur, mais plutôt en figure tutélaire et sympathique. Voilà. Parce que monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour cette initiative en tout cas. Juste une question, je reviens sur cette histoire de muraille de Chine. Là où je suis un petit peu embêté, c'est que dans quelle mesure votre position et la position de certaines instances de l'administration fiscale est véritablement opposable aux vérificateurs. Je me suis retrouvé dans un cas d'une vérification fiscale d'une entreprise qui existe depuis 25 ans. Cette entreprise a bénéficié d'une vérification fiscale à 3 reprises. À un moment donné, une question s'est posée sur un point précis. Nous avons interrogé la DLF. La DLF nous a donné raison et a approuvé effectivement l'application que l'on faisait. Le contrôle suivant, position totalement inverse du vérificateur, et il nous en a collé pour 4,7 millions. Je leur ai dit, mais nous avons la position de la DLF et la jurisprudence et les textes sont constants depuis 10 ans sur le sujet. Et enfin, je suis désolé, mais alors, en fait, l'administration n'en a eu rien à faire. Alors, la position de la DLF, ce n'était pas un rescrit, c'était une position de principe par référence à certains paramètres, mais qui n'était peut-être pas typée précisément dans le cadre d'un rescrit. Vous savez, où on va décrire complètement la situation et où, en fait, vous avez une réponse d'administration qui l'engage. Effectivement, un vérificateur ne pourra pas battre en brèche, s'opposer à la position. Et que cette réponse nous lie à hauteur des éléments qui sont décrits dans le rescrit. Donc, le bornage, le paramétrage de la question fait que la réponse qu'on vous donne, est opposable à tous à hauteur du paramètre d'origine. Si la position de la DLF était plus désincarnée… Je pense que nous avions été assez précis, justement, puisque la raison pour laquelle nous avions saisi la DLF, c'est que nous étions en phase de vérification fiscale. Donc, nous n'allions pas faire un rescrit alors que nous étions en phase de vérification fiscale. Donc, cette possibilité de rescrit ne pouvant pas être appliquée, lors du précédent contrôle, on a saisi la DLF en précisant exactement le sujet qui nous intéressait. Et je crois qu'on avait bien borné la situation. Si ça vous est possible, je serais preneuse du cas pour voir effectivement. Dans le cadre de la procédure actuelle, où est-ce que vous en êtes? Vous avez exercé les voies de recours? Parce qu'il y a l'avis du vérificateur, mais c'est qu'un premier niveau d'avis. Sans donner le nom de l'entreprise, mais… Très bien. Comment ça s'est terminé? La procédure a duré 4 ans. C'est 200 000 € de frais d'avocat. Nous sommes allés Plaine Saint-Denis, un endroit que vous connaissez sans doute. L'inspecteur départemental nous a dit, ben voilà, je vais vous proposer un accord. Formidable. 235 000 €. Peut-être est-ce que vous avez exercé les voies de recours? Oui, tout à fait. Et donc la position a été maintenue à chaque niveau de recours? Jusqu'au moment où nous avons eu un accord, où on nous a proposé un accord à 235 000 €. On vous adore, c'est pas le sujet, ça fait 4 ans que ça dure. Effectivement, il faut peut-être que nous aboutissions sur cette opération. Je leur dis, mais pourquoi 235 000 €? La réponse a été celle-là. Monsieur l'expert comptable, il ne vous aura pas échappé que 235 000 € est égal à 5% de 4,7 millions. Ça, effectivement, ça ne m'avait pas échappé, c'est intéressant, mais l'argument me semble un peu faible. Donc, nous n'acceptons pas votre accord. Soit la position de l'administration fiscale est justifiée, soit elle ne l'est pas. Mais si elle n'est pas justifiée pour 4,7 millions, elle ne l'est pas plus pour 235 000 €.
Et donc, Nous avons fait nos salutations, nous nous sommes levés. Et donc, notre interlocuteur nous a dit « Très bien, je vous ai fait cet accord, cette proposition que vous refusez, mais nous serons amenés à nous revoir. » Oui, effectivement, puisque nous refusons votre proposition. 10 jours plus tard, un huissier à la porte de l'entreprise, l'administration fiscale saisit l'ensemble des comptes bancaires de la société. Impossible de payer les salaires. Le lendemain, convocation par le président du tribunal de commerce. « Bonjour, monsieur le dirigeant, je viens d'être informé par l'administration fiscale que vous devez 4,7 millions à l'administration. » Eh bien, nous avons fini par accepter l'accord à 235 000 €. Ouais, c'était un bon accord, donc. Non. Non, encore une fois, parce qu'au total, c'est quand même 500 000 € pour l'entreprise entre les frais d'avocat et les 235 000 pour une position pour laquelle nous avions un document de la DLF. Ouais, en fait, Enfin, c'est pas que je veux botter en touche, mais il faudrait vraiment connaître le dossier pour voir entre la position de la DLF, peut-être un peu théorique, et le cas qui se présentait et qui a peut-être permis un hiatus entre la théorie et le cas pratique qui a permis aux vérificateurs de s'autoriser à ne pas suivre l'avis DLF. Ça m'est délicat de me prononcer sur un dossier qu'on ne connaît absolument pas, mais ça me surprend. Voilà, si c'était vraiment le même cas, je suis très surprise. Sur l'approche de ce dossier, si je puis me permettre, passer de 4,7 millions à 235 000, ne serait-ce que cette approche et ce type de proposition. Alors ça n'a pas à voir avec la FPME, c'est le contrôle fiscal. Alors, je me permets une deuxième question, Oui. si vous permettez. Encore une fois, merci beaucoup pour cette approche, mais justement, est-ce qu'il est aussi prévu un accompagnement justement des vérificateurs? Là aussi, pas plus tard que la semaine dernière, réunion contradictoire lors d'une vérification fiscale avec le vérificateur et le client. Un certain nombre de propositions de rectification sont faites par le vérificateur. Donc, au bout d'un moment, j'interromps le vérificateur et je dis « Mais j'entends vos propositions de rectification, mais est-ce que vous avez regardé le résultat fiscal ?» Et la réponse a été non. Donc, quand vous parlez d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a un service accompagne l'entreprise quand elle est face au vérificateur, c'est ça? Non, pas forcément. Ça serait pas mal, ça. Que dans la démarche. Je ne pense pas qu'on va le faire. Hein. Non, mais Je ne crois pas. La muraille de Chine, elle marchera là aussi. Hein. Je vais me permettre d'être plus direct. Je trouve que dire de mieux temps en former temps, nos vérificateurs, c'est ça? la formation des vérificateurs est un peu légère. Juste à titre d'information, en une dizaine d'années, je suis intervenu à Noisiel, à l'école des finances publiques, justement pour faire part de nos expériences en tant qu'expert comptable dans le cadre de vérification et dans nos relations avec l'administration fiscale. J'ai arrêté, je ne sais pas si ça se poursuit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ce genre de choses aussi Je crois savoir que votre président de l'ordre se rendra la semaine prochaine à l'école des finances publiques pour rencontrer la promotion d'inspecteurs élèves. Ce sera peut-être l'occasion de faire quelques remarques. C'est le bon endroit. T'as 2 heures pour apprendre la compta. Voilà, donc, alors, je reprends sur le déroulé la saisine donc, par l'entreprise en premier lieu ou par son expert comptable avec en copie le dirigeant de l'entreprise. Dans un premier temps, peut-être préciser qu'il n'y a pas de formalisme particulier, c'est juste un courriel que vous adressez sur la boîte fonctionnelle de la mission. Et après, s'il y a besoin de précision, ça se fera lors de l'entretien, j'imagine, quelques temps après. Alors, si effectivement la question posée, ça m'est arrivé une fois ou deux, où la question posée était vraiment pouvait partir dans des directions était un peu floues. Et pour que l'entretien soit vraiment utile, j'ai demandé une petite précision en amont. Voilà, comme ça, on pouvait partir d'emblée en efficacité lors de l'entretien. Donc, la saisine, on fait un entretien qu'on propose très rapidement et qu'on essaie d'organiser au plus vite en fonction des disponibilités de chacun. Et après, on apporte notre réponse, donc, qui peut être de 2 registres. Soit, alors c'est une clarification de la règle fiscale, soit informelle, une réponse générale, soit formelle, dans le cadre d'un rescrit, qui nous est opposable. Voilà. Alors, les contacts. Ah oui, vous avez mis le QR. Donc ça, c'est vous allez avoir là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais reporté dans la slide les contacts, celui de la FPME Paris, en gros.
jamais mieux servi que par soi-même. Et puis les autres contacts des autres AFPME, mais qui étaient un peu petits, petit formalisme. Voilà. Donc ça donne la liste de Ouais. toutes les adresses mail en fait. Alors, c'est sur une adresse, l'adresse, le format de l'adresse est générique. Hein, c'est toujours, alors ça commence DDFIP ou DRFIP si on est dans une direction régionale, l'indice du département d'ancrage de la direction. Donc, dans notre cas particulier, c'est DRFIP 75 points. Après, accompagnement-fiscal-PME arrobase la désinence du ministère dgfip.finance.gouv.fr. Alors du coup, ça rejoint deux petites questions que je vais Ouais. regrouper qui nous disent, qui nous demandaient s'il y avait une seule adresse mail ou une par département. Ouais. Par département. Et donc, est-ce que c'est le département du cabinet comptable ou de l'entreprise? De l'entreprise. Voilà, c'est l'entreprise qui est notre, entre guillemets, notre vis-à-vis direct. Hein. Donc, c'est l'entreprise. Alors, vous avez tous les départements, comme on l'a dit, n'ont pas de forcément décliné une AFPME sur leur territoire. Mais en tout cas, toutes les entreprises ont en vis-à-vis une AFPME. Soit c'est une AFPME départementale, soit s'il n'y a pas eu de déclinaison départementale, c'est la direction régionale d'ancrage de l'entreprise qui a un service AFPME qu'on peut saisir. Voilà. Donc, là, on a je vais vous faire un petit retour sur la mission. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit M. Benoudis, elle existe depuis 2019. Elle a fait l'objet de premier cadre objectif moyen. Là, elle se retrouve dans un second cadre objectif moyen. Alors, quelques chiffres à l'échelle nationale. Alors, je n'ai pas encore ceux de 2025. Tout n'a pas été synthétisé au niveau Bercy. Donc, notre objectif, l'objectif national sur ces 5 années, c'est d'arriver au terme, fin 2027, à 8500 PME accompagnées. Quand je dis 8500 PME accompagnées, c'est 8500 nouvelles PME accompagnées. C'est-à-dire que les PME nous saisissent plusieurs fois. Gage de qualité, signe d'appréciation du dispositif, c'est qu'on peut être saisi plusieurs fois par les mêmes entreprises. Donc, sur cette cible, au bout de 2 exercices de ces 5 années du cadre, on est à 3326 PME nouvelles accompagnées au fin 2024. Ce qui veut dire que la logique de croissance est plutôt exponentielle parce que en 2024, rien que sur l'année 2024, on a eu 2240 nouveaux accompagnements. Donc, sur 3326, ça veut dire qu'on en a eu à peu près 1100 en 2023, 2200 en 2024. Au niveau national, sur ces 2240 nouveaux accompagnements, il y a eu 435 rescrits. Donc, ça fait à peu près 20% au niveau national de rescrits. Et puis 1896, très précisément, réponse générale. Et donc, quand on fait la somme des deux, on voit bien que ça dépasse 2240. Ça veut dire qu'on a été saisi plusieurs fois par les mêmes structures. Donc, comme je n'avais pas de chiffres pour 2025 au niveau national, je suis allée prendre dans mon escarcelle à moi sur Paris. Alors, je vous ai mis là la progression des accompagnements par mois pour les exercices 2024 et 2025. Donc, c'est peut-être un peu petit, mais si vous regardez précisément, vous verrez que pour la FPME était en croissance, enfin, le nombre de saisines était en croissance en 2025 par référence à 2024, et ce jusqu'à l'automne 2025. À l'automne 2025, et certaines affres politiques, la situation s'est infléchie. Voilà. On a les 4 derniers mois de l'année, alors que c'était plutôt des mois fastes, parce qu'on a les entreprises qui veulent lancer des projets, on a eu énormément de saisines fin 2024, notamment sur l'innovation. Je pense à novembre 2024, j'ai eu 25 dossiers accompagnés, quoi. Donc, c'était du non-stop. Et bien, par exemple, novembre 2025, j'ai eu 7 dossiers. Voilà. Donc, les 4 derniers mois, on a eu un très net infléchissement. Vraisemblablement, c'est lié à l'incertitude au contexte politique. Et sur Paris, nous sommes approchés pour moins de rescrits que sur la moyenne nationale. On a eu 6 rescrits finalisés en 2025. On en a quelques-uns qui ont mis du temps à sortir parce qu'ils ont nécessité une escalade près de Bercy. Mais on progresse puisqu'on n'en avait que 4 en 2024. Voilà. Donc, ne vous censurez pas. Si vous avez des entreprises situées dans Paris, vous êtes sur une question qui vous pose question et a enjeu, sans enjeu, vous pouvez nous approcher sans problème. Avec enjeu, n'hésitez pas à nous faire des rescrits. Voilà.
c'est peut-être aussi un moyen de valoriser vos propres missions vis-à-vis Ouais. du client, Mm. puisque il n'y a pas forcément que des questions de comptabilité. On voit que Non. la fiscalité est un sujet majeur auprès des clients. Donc, bah, voilà, c'est ce service que l'on vous présente aujourd'hui et que l'on vous propose. Donc, si on regarde dans le détail, enfin, ces chiffres bruts, alors, encore une fois, ça c'est pour Paris, hein. Principalement, nous, on est approchés par des TPE, donc moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et de façon très marquée, puisque c'était en 2025, 87% de nos saisines émanaient de TPE. Nous avons 11% de PME, et vous voyez qu'on a eu 2% de saisines par des entreprises qui normalement ne sont pas dans notre périmètre, puisque c'était des entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans la mesure où il n'y avait pas de partenariat conclu avec le SPE et que les questions le permettaient, on les a suivis, nous, on les a pris en charge par la FPME 75. Et quant aux thématiques abordées, bon, je crois que j'ai un peu l'impression de radoter, mais c'était énormément sur les dispositifs d'innovation. Dans une moindre mesure en 2025 par référence à 2024, puisque plus de la moitié de nos saisines en 2024, 54%, c'était sur les dispositifs relatifs à l'innovation. Là, c'était 46% en 2025. Je pense que le fait d'avoir eu moins de saisines en fin d'année, c'était notamment sur ces thèmes-là que les entreprises se sont peut-être plus en stand-by et nous ont moins approchés. Et puis la TVA pour une saisine sur 5. Et puis le reste, à peu près à niveau équivalent sur l'IS, amortissement, charge. Voilà. Et 11% aussi sur des crédits d'impôt divers autres qu'à l'innovation. Alors on a souvent du CIMA, parce que sur Paris, il y a quand même pas mal d'entreprises encore qui sont dans des métiers d'art et qui s'intéressent à ce crédit d'impôt. Et puis le reste, bon, c'est un peu la casse fourre-tout, hein, les revenus catégoriels, des questions qui sont plus en liaison avec l'impôt sur le revenu ou des problématiques diverses, enfin très ponctuelles. Voilà à peu près ce qui notre profil, enfin le profil des saisines passées. Bien, merci. Je regarde les questions du chat. Il y a un confrère qui nous demande si il est possible de retrouver l'annuaire des adresses mail sur Internet. Oui, si vous allez sur pardon, excusez-moi, sur impôt.gouv.fr, le meilleur moyen de les retrouver, vous lancez dans le moteur de recherche « je suis une PME et je souhaite un accompagnement ». Et là, vous allez d'emblée arriver sur un article dédié à la FPME du site impôt.gouv.fr. Et dans les liens, les hyperliens en liaison avec cet article, il y a un hyperlien vers les différentes adresses fiscales, les adresses de saisine des FPME françaises, enfin de tout le territoire. Super. Et du coup, on trouvera autre chose que la région parisienne, parce que là, Oui. visiblement, le QR code donnait que la région parisienne. Oui. Vous trouverez l'adresse de toute la boîte à lettres fonctionnelle de toutes les DDFIP et de toutes les DRFIP. Okay. Il y a un confrère qui a besoin de votre accompagnement personnalisé là sur le chat. Oui. Il s'appelle Laurent B. Il est gérant majoritaire d'une SARL d'expertise comptable. Et il se demande s'il doit déclarer sa rémunération en BNC ou en article 62. Alors ça, c'est une question typique d'élève. Il peut nous la poser. On répondra pas dans la semaine, mais on la prendra. Voilà. En tous les cas, on connaît le sujet déjà. Voilà, ouais. Non, mais Laurent B nous donnera son sirène. Voilà, ouais. La première question, c'est la moralité fiscale du Voilà, on ira du voir ça demandeur. de suite. Eh bien, écoutez, c'est super. Je crois qu'on on a regroupé les questions. Elles ont été traitées au fil de l'eau, donc je pense qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Un dernier mot peut-être pour dire que maintenant, vous connaissez Hélène Rocoul, qui est la correspondante AFPME pour Paris. Donc, je pense que le contact se fera de manière plus directe et facile. Et surtout, n'hésitez pas. Oui. Attends. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Fabien, merci Hélène, merci Laurent. Donc, on clôture ce rendez-vous aux 50 dans pour une fois, on respecte l'heure. On vous a mis, comme d'habitude, le calendrier des prochains événements. Vous voyez qu'on organise beaucoup de conférences sur mars. On ne baisse pas le rythme malgré la période fiscale. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet du
conseil régional. Avec ce mois-ci, je mets un petit focus sur 2 experts de la facture. Vous savez, les formats de 3/4 d'heure sur la facture électronique. Il y en a un le 12 mars. D'ailleurs, on l'a mis 2 fois. Il y en a un le 12 mars, mais il n'y en a qu'un. Et un autre le 24 mars. Voilà. Vous retrouvez tout ça sur le site du conseil régional et vous pouvez vous inscrire pour participer à ces différentes animations. Merci encore Fabien, merci Hélène, merci Laurent, merci à tous. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir.